Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au Business. La RSE est un aspect très important du développement durable. Cette RSE est-elle vraiment prise en compte dans les entreprises ou institutions? Quel est son véritable impact? Comment mettre en place une RSE dans une entreprise? Voici autant de questions auxquelles nos invités vont trouver des réponses. Alors sans plus tarder, nous allons vous présenter Monsieur Arnaud Isiaka Zampou. Il est expert consultant RSE, associé gérant du cabinet Arnaud et associé et membre de l'ONECA BF. Bienvenue sur notre plateau. Merci, madame. Nous sommes aussi avec Monsieur Giraud Adeossi. Il est responsable RSE à Desieux et aussi secrétaire général du forum RSE. Bienvenue sur notre plateau. Merci Fatou, bonjour. Merci. Nous sommes avec Madame Mamou Baragna, elle est promotrice d'Eco-Prestige. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et enfin, nous sommes avec Monsieur Bourey Mazoundi, il est promoteur de Zundos Group avec la musique verte et le concept Reboisemania. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup Fatou. Alors, sans plus tarder, nos invités vont présenter leurs différentes structures. Nous allons commencer avec Monsieur Zampou. Merci. Le cabinet Arnaud et Associés existe depuis 2017 et évolue dans le domaine de l'audit, de l'assistance comptable, de la formation et aussi du conseil en gestion. Depuis 5 ans, le cabinet a créé un département intelligence économique qui est à charge d'assister les entités à mettre en place leur stratégie RSE. Les activités relevantes de ce département sont la formation, à l'appropriation du concept de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, l'identification des parties prenantes et la mise en place de la stratégie RSE des entités. Nous les appuyons également à l'élaboration des rapports de développement durable que d'aucuns appelleraient rapports de performance extra-financière. Le dernier point, c'est la validation des rapports RSE en notre qualité d'organisme de tiers indépendant. Et nos prestations sont adressées à toutes les entités du secteur public ou privé qui sont dans des domaines de l'hydrocarbure, de l'énergie, de l'eau, du BTP, des banques et de l'assurance. Merci pour cette belle présentation. Alors, on va présenter Desieux et le forum RSE avec M. Adeossi. D'accord, merci. Je vais présenter d'abord Desieux. C'est très important. D'accord. Alors, l'Institut Desieux, Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, est une école panafricaine de formation dans les métiers d'ingénieur, spécifiquement dans les domaines de l'eau, l'assainissement, le génie civil hydraulique, l'électricité et les énergies renouvelables, le management et l'entrepreneuriat également. D'accord. Bon, c'est ce que je puis dire brièvement sur cet institut. Je voudrais faire souligner également que, parce que l'objectif de l'Institut est quand même de mettre au service du développement de l'Afrique des ingénieurs, entrepreneurs, à travers des formations de haut niveau. Nous nous sommes engagés à développer un certain nombre de certifications et d'accréditations. C'est ainsi que l'Institut est certifié ISO 9001 pour l'offre de formation qui est développée. Nous sommes accrédités par la Commission des titres d'ingénieur de France. Nous avons également un certain nombre de reconnaissances telles que la reconnaissance du CAMES, le label ERACE dans l'espace européen. Et nous sommes également centre d'excellence de la Banque mondiale, de l'UMOA, de la CEDEAO et également du NEPAD. L'idée étant de faciliter l'insertion et également la mobilité de nos étudiants. Exactement. Voilà, un peu partout en Afrique et partout ailleurs. Partout, on a besoin de leurs compétences. Exactement. Voilà. On va parler maintenant du forum Desieux, du forum RSE, pardon. D'accord. Alors, le forum RSE, c'est une initiative qui a été mise en place depuis 2012. Il a été créé formellement en 2013 en fédérant des acteurs du secteur minier. Donc, ce sont des sociétés minières, des ONG, associations, ainsi que Desieux, qui n'est ni société minière ni ONG. Donc, ces organisations se sont associées parce que
elles partagent toutes un intérêt particulier pour la RSE. Et leur but, c'est justement de promouvoir le concept et d'encourager le développement durable des communautés au sein desquelles sont implantés des projets d'exploitation minière. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Madame Bagaya va nous présenter EcoPrestige. Merci. EcoPrestige, c'est une unité de production d'emballage biodégradable. D'accord. EcoPrestige a été créé en 2017, mais n'a connu effectivement une bonne production qu'en 2019. D'accord. Comme quoi l'entrepreneuriat, on trinque d'abord avant Voilà. qu'on ne puisse voir ce qu'on fait. Ce qu'on fait. Comme c'est une première au Burkina Faso, donc l'adaptation était un peu difficile avec la population. Donc EcoPrestige met sur le marché des emballages biodégradables avec une vision pour la protection de l'environnement. Exactement. EcoPrestige a été créé pour diminuer les déchets plastiques dans l'environnement. Parce qu'avec les sachets à usage unique, l'environnement, il y a eu trop de déchets, il y a beaucoup de pollution. Et donc, les sachets qui prennent 400 à 600 années avant de se dégrader. Oui. Avec les emballages EcoPrestige, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. C'est lavable, réutilisable. Et vous pouvez, ça va durer avant d'aller dans la nature. Exact. Et quand ça va dans la nature aussi, et quand ça va dans la nature, ça ne prend pas du temps pour se dégrader. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, Monsieur Zoundi va nous présenter Zoundos Group. OK. Avant de présenter Zoundos Group, permettez de dire bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne Au cœur de nos défis. Merci beaucoup Fatou pour l'honneur que vous nous faites de nous inviter à ce privilégié plateau. Oui. Alors, Zoundos Group est une start-up qui fait la promotion de Carrefour de la musique verte, qui est un événementiel, également du concept Reboisemania. Et nous évoluons également dans le domaine du conseil juridique, mais également de la publicité. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous sommes tous dans une période où on fait face à une pandémie. Heureusement que l'effet diminue. C'est ce qu'on espère bien. Alors, quelle est votre expérience avec la COVID-19, Monsieur Zambo? OK. Je ferai un parallèle entre la RSE et la pandémie de la COVID-19. Donc, on a vu qu'on est parti d'une crise sanitaire pour aboutir très rapidement à une crise économique et sociale. Exactement. Avec toutes les conséquences qu'on connaît sur le plan économique, c'est la fermeture ou l'arrêt temporaire des activités économiques, avec le chômage qui allait avec. Ce n'est pas seulement au Burkina, mais c'est partout. La fermeture des frontières. Et qu'est-ce que cette pandémie a fait apparaître? Ça a remis en cause, en réalité, notre mode de développement, qui est surtout basé essentiellement sur l'industrie et puis les activités impactantes qu'on connaît. Oui. OK. Mais il faut dire aussi que ce qui est apparu criant lors de nos interventions au sein des entreprises, c'est l'absence d'outils de riposte, de type plan de continuité d'activité, qui est une gestion globale de crise, ce type de crise, et de stratégie de responsabilité sociale de l'entreprise. Et il va sans dire que nous sommes obligés de revenir sur les fondamentaux de la gestion, qui dit que prévoir et gérer, c'est prévoir et c'est anticiper. Donc, ce qui nous ramène à dire quoi? Que nous devrions commencer dès à présent, parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'une crise sanitaire. Mais demain, ça peut être une crise environnementale. Exactement, ça surtout peut que être cette économique, crise a été imprévue. Et en plus, il faut encore tenir compte du fait qu'il y a les risques pays. Oui. Nous le voyons tout de suite en Côte d'Ivoire, nous le voyons avec le Mali. Donc, se doter d'un tel outil, le plan de continuité d'activité et de stratégie RSE, permettrait d'amoindrir ou bien de supporter les chocs. Exactement. Donc, les structures qui ont moins souffert de cette crise, c'est celles qui en disposaient. Comme on peut parler des institutions financières qui ont l'obligation d'en avoir. Exactement.
Donc, on peut dire que ce n'est plus, ces crises vont se répéter, mais c'est l'occurrence avec laquelle que ça va arriver que nous devrions nous préparer. L'enseignement fondamental, c'est ça. Merci beaucoup. Et moi, je pense que quand on dit un homme prévenu en vaut deux, c'est cette situation-là. Après cette pandémie, tout le monde doit se préparer. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. Zampou. Quelle est votre expérience avec la COVID-19? Alors, bon, je crois que Anno a planté un peu le décor, oui, déjà avec la RSE. Moi, je parlerai concrètement de ce que 2IE a fait, oui, en la matière. Nous avons un site sur lequel il y a plus de 1500 étudiants. Nous avons deux sites plutôt, oui, le site de Ouaga et le site de Kamwase. Donc, vous voyez que et nous avons différentes activités, notamment les cours, les activités de recherche également, sans oublier aussi les prestataires qui interviennent sur nos différents sites. Oui. Donc, cette gestion du Covid-19 a été faite à différents niveaux. Mais la première des choses a été de mettre en place des mesures barrières, auquel cas je peux évoquer l'accès limité à nos sites, l'accès limité contrôlé déjà à nos sites. Il y a des mesures de distanciation sociale qui ont été préconisées également, parce qu'il y a eu des affichages, des communiqués autour. Nous avions installé des dispositifs de lavage des mains devant toutes les directions, services et départements en interne. Il y a aussi le laboratoire eau, hydrosystème et agriculture sous la houlette du professeur Yacouba Konaté avec son équipe qui a travaillé à développer la production de gel hydroalcoolique pour les besoins internes. Il y avait un moment où on n'en avait plus sur le marché. Exactement. Et c'était très spéculatif aussi. Oui. Donc, nous en avions produit pour notre consommation interne, mais c'était également pour satisfaire la demande extérieure. Donc, nombre de nos partenaires aussi nous ont sollicité pour que nous les fournissions en cette matière. Il y a eu la confection également des visières faciales, des valves et autres dispositifs de rechange des respirateurs aussi. Mais le plus de cette crise qui est désormais perçue aussi comme une opportunité pour nous, c'est tout ce que nous avons développé en termes de réorganisation interne afin de faciliter la continuité des activités, notamment nos activités pédagogiques à travers des plateformes en ligne. Oui, les plateformes numériques. Numériques, voilà, et le télétravail pour le personnel qui n'était pas tout le temps sur le site aussi. Une sorte de transition entre les personnels. Oui. Exactement, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame Bagaya. Vous, votre expérience avec la COVID-19? Oui, bon, avec EcoPrestige, bon, la COVID-19, le début n'a pas été facile. Ouais. Parce que quand c'est arrivé, du coup, avec les fermetures des boutiques, des institutions, certaines institutions n'étaient pas actives. Donc, c'était un peu difficile parce que c'était nos clients qui avaient fermé. Comme M. Zampou l'a dit, ça a été un choc économique. Oui, ça a été un choc. Oui. Donc, ce que j'ai fait, j'ai donné congé à mes employés de 2 semaines, le temps de réfléchir et de voir ce que je dois faire pour faire face à cette situation. Là, il faisait défaut du plan de continuité d'activité. Voilà. Donc, comme c'était ainsi, alors, durant ces 2 semaines de congé, donc j'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi ne pas faire les masques? Parce que vous avez déjà la matière. On a déjà la matière. Et il fallait on pouvait faire les masques, et puisque mes collègues déjà ont commencé à le faire. Donc, à la reprise, je les ai dit, OK, on met les sacs de côté, on va produire les masques. Et le besoin aussi était là. Le besoin était là. Voilà. Le besoin était là et j'avais beaucoup d'institutions avec lesquelles je travaillais qui voulaient, mais qui demandaient le truc de l'ABNORM. Ah, ok, l'autorisation. L'autorisation de l'ABNORM. Alors, on a déposé et là-bas, ça a beaucoup traîné. Ça a beaucoup traîné, ce qui nous a pénalisés. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas assez de matériel pour tester notre matériel, puisque notre tissu était quand même spécial. Voilà, donc c'est à la dernière minute ils ont pu le faire et puis
donner les trucs, mais le Covid était un peu passé. Mais comme ça traînait, mais on faisait quand même des masques qu'on donnait un peu, mais pas... Pour soutenir quand même des personnes voilà, autour. des personnes autour. Et je me suis lancée donc dans la vente de la matière, de l'élastique. Comme ça manquait sur le marché. Et moi, j'avais déjà un créneau que je pouvais faire venir. Et alors, je faisais venir les élastiques que je vendais à ceux qui confectionnaient les masques. Donc, voici un autre marché qui s'est créé. Saisir les opportunités en temps de crise. Donc, c'est ça, on a mis en marche et encore, notre machine pouvait faire la base. Donc, on faisait la base et on vendait aux particuliers qui prenaient et qui finalisaient pour leurs clients. C'est comme ça que nous avons... Merci beaucoup, belle expérience partagée. Monsieur Zoundi, partagez avec nous votre expérience avec la COVID-19. Au niveau des Zundos Group, il faut dire que la COVID-19 a été également une période difficile comme sur tout le monde. Voilà. Cependant, nous avons beaucoup plus mis l'accent sur la créativité. Voilà. Il faut dire que c'est au cours de cette période que nous avons relancé le concept de la Rebazimania, qui avait été effectivement créé depuis août passé, 2019. Mais cette fois-ci, nous l'avons réadapté en marque d'avis. Voilà. Donc ça, c'était effectivement au cours de cette période difficile-là. Et en plus de ça aussi, nous avons mis l'accent sur la communication digitale de notre événement. Voilà, histoire justement de pouvoir profiter de l'audience puisque la période était propice. Avec le confinement, tout le monde était connecté. Voilà, on voyageait en ligne, on faisait les vacances en ligne, on travaillait en ligne. Donc c'est ce qui s'est passé à notre niveau. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Avec M. Zampou, on va parler du contenu de la RSE. Pour ces personnes qui nous suivent, qui n'ont pas encore cerné le sens de la RSE, je pense qu'après votre intervention et l'intervention de M. Giraud, ils pourront bien saisir au fait le thème. Ok, nous allons essayer de donner un contenu, mais a priori, il faut d'abord définir ce que c'est que la RSE. La RSE, c'est la contribution de l'entreprise au développement durable. Et comment cela se manifeste? Ça se manifeste par l'intégration des préoccupations, qu'on peut dire sociales, environnementales, économiques et sociétales, dans la stratégie et dans les activités opérationnelles de l'entreprise. Et cela doit se faire en corrélation avec les autres parties prenantes, qu'on peut dire les autres parties prenantes, et surtout sur une base volontaire. La notion de volontariat est très importante dans la RSE. Voilà. Donc, allant maintenant dans le contenu, la RSE fonctionne en mode pilier. Il y a 4 piliers. Le pilier environnemental, le pilier social, le pilier économique et le pilier sociétal. Qu'est-ce qu'on met dans chacun, qui est le contenu de la RSE? Sur le plan économique, on peut parler de mode de gouvernance des sociétés. On peut ajouter ici la bonne pratique des affaires. On peut parler des achats responsables. Sur le plan environnemental, comme avec Éco-Prestige et on peut parler de la protection et la sauvegarde de l'environnement, la biodiversité, la gestion des déchets font partie de ce volet-là. Maintenant, sur le plan social, on peut se référer au dialogue social, mais dans le contexte de la RSE. D'accord, on peut parler de cohésion sociale. Voilà, non, ce n'est pas le même contenu en fait. Dans le contexte de la RSE, le dialogue social relève de l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire c'est les relations employés et employeurs, auxquelles il faut ajouter les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Vous voyez que c'est un peu différent. Maintenant, sur le plan sociétal, c'est tout ce qui gravite autour de l'entreprise, qui sont les sous-traitants, on a les fournisseurs, les clients, et on peut même citer les médias qui font partie. Exactement. Voilà. Ceci dit, on peut passer maintenant au volet réglementaire.
est-ce qu'il y a de la réglementation à la matière? Est-ce qu'on est obligé ou on n'est pas obligé de faire la RSE? Il y a deux notions. Il y a d'abord sur le plan international, qu'est-ce qui est fait? Oui. Nous avons affaire à des référentiels sur le plan international qui sont au nombre de 4. Il y a le Global Reporting Initiative qui est le GRI, qui est un référentiel qui était usité, je le cite par ordre de publication. D'accord. OK. Le deuxième, c'est le Pacte mondial, ou bien le Global Compact, qui contient 10 principes allant du droit de l'homme, la protection de l'environnement, les conditions de travail, et puis la bonne pratique des affaires, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. Oui. Le troisième est le plus usité, qui est la norme ISO 26000, que nous, le cabinet, prône et le cabinet sensibilise à sa mise en œuvre parce que c'est une ligne directrice qui indique comment, contrairement aux autres, comment on peut déployer la RSE dans son entreprise. Super. Le dernier point, relève de l'environnement africain, l'OHADA, oui, qui a édicté la note 35 qui traite des questions de RSE dans le CISCOADA révisé. Mais il faut dire que cette note 35 oui, met un seuil, dit que toutes les entreprises au-delà de 250 salariés ont l'obligation de remplir cette norme, c'est-à-dire de faire un rapport RSE. Sur le plan local, sur le plan national, on peut rappeler qu'il y a une loi et un décret d'application sur le développement durable et qui fait référence à la publication d'un rapport RSE par les entités du secteur privé. Ouais. Donc, voilà un peu le contenu. Vous voyez que la RSE fait référence au développement durable. Oui. C'est pourquoi j'ai commencé en disant que c'est notre contribution à chacun dans le développement durable. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Je vous avoue que j'apprends beaucoup. Voilà, et j'aime ce que j'apprends. Monsieur Adé aussi, vous aimeriez apporter quelque chose? Oui, bon, c'est difficile d'apporter des choses avec une définition aussi professionnelle qu'académique. Hein. Il a balisé un peu oui, tous les aspects. Cela dit, je voudrais qu'on perçoive le développement durable comme un idéal de société. Oui. C'est un idéal de société, même si ça a été défini par les Nations Unies avec 17 objectifs depuis 2015. Les ODD. Notamment. Donc, voilà, c'est un idéal de société qui est perceptible au niveau territorial. La preuve, le PNDS et nombre de projets que nous élaborons aujourd'hui sont articulés autour de ces 17 ODD, là, donc de ces objectifs de développement durable. Et nos PCD également découlent justement de ce PNDS. Le PCD, c'est quoi? Plan communaux de développement. Merci beaucoup. Donc, découle également de ce PNDS. D'accord. Et donc, si on parle de la contribution de l'entreprise au développement durable, ce n'est rien d'autre qu'une contribution à cet idéal que les gens visent au niveau territorial. Oui. Donc, on doit pouvoir apprécier l'impact de l'entreprise qui fait de la RSE, justement, au niveau territorial, non seulement au sein de l'entreprise elle-même, mais ça doit être appréciable dans le quotidien, en tout cas des masses, de la communauté, de tous ceux qui entourent l'entreprise dans le territoire donné dans lequel l'entreprise est implantée. C'est essentiellement ce que je voudrais dire. Il a évoqué tout à l'heure des référentiels. Oui. Bon, 4 référentiels, je crois qu'il a cité 4 référentiels génériques, oui, parce qu'il y a les référentiels génériques usuels que tout type d'organisation peut utiliser en matière de RSE, oui, auquel cas nous avons des référentiels de management, comme ce qu'il a cité, le Pacte mondial, oui, la norme ISO 26000, le reporting, voilà, comme la GRI, mais nous avons également des référentiels spécifiques à différents secteurs. Donc, quand vous prenez ceux qui sont dans l'exploitation minière, ils peuvent s'intéresser à E3+, qui est l'excellence environnementale en exploration. Pour regarder le secteur financier, nous avons les principes de l'Équateur que les organisations du secteur financier sont appelées à intégrer. À respecter. C'est une sorte d'évaluation ou quoi? Alors, ce n'est pas encore une évaluation. Les principes de l'Équateur, c'est un peu comme des directives qu'on suggère à ce type d'organisation, de sorte que
elles intègrent des critères ESG, environnement, société et gouvernance, dans les portefeuilles d'actifs qu'ils octroient à des entreprises ou à différents types de projets. D'accord. À ce propos, on peut évoquer le cas de la Banque mondiale avec, pour les projets financés par l'IDA, par exemple. Nous avons le cadre environnemental et social, qui demande à ce qu'on mette en place des programmes de sauvegarde environnementale et sociale. Mais bon, quand vous prenez, par exemple, la SFI, la Société financière internationale, qui appuie le secteur privé, elle est là ce qu'on appelle les normes de performance de la SFI. Donc les organisations, c'est-à-dire les entreprises qui ont bénéficié des financements de la Banque mondiale à travers la SFI sont appelées à fournir également un reporting sur la base de leur performance vis-à-vis de ces normes qui ont été établies. Et il y a bien d'autres référentiels adaptables à chaque secteur. D'accord. Alors, on va continuer avec vous. Quelle est la démarche RSE qui est mise en place à Desieux actuellement? Alors, c'est un peu difficile de donner un nom à une démarche. Cela dit, je crois que c'est ce qu'on recommande aussi de temps en temps lorsqu'on veut engager les parties prenantes dans la démarche. Nous, à Desieux, de la période 2011 à 2015, nous nous sommes fixés l'objectif d'être une vitrine en matière de RSE et d'éco-innovation en Afrique. C'était un peu entre griffes le nom donné à la démarche. Et donc, éco-innovation. Oui, RSE et éco-innovation. Je crois que éco-prestige fait dans l'éco-innovation. Exactement. À partir de notre dernier POS élaboré récemment, notre objectif, c'est de partager les valeurs et les principes de la RSE dans notre sphère d'influence, au sein de Desieux et dans notre sphère d'influence. D'accord. Mais de façon pratique, nous nous appuyons sur deux leviers essentiels. Le premier, c'est que Desieux, fort de ses 50 ans d'existence, a plutôt formé et mené des activités de recherche dans les métiers de développement durable. Donc, la pratique des activités, des métiers de développement durable est inhérente à notre existence. L'autre chose également, c'est que depuis 2008, si je ne me trompe, nous sommes engagés également dans une démarche qualité qui était circonscrite à l'offre de formation, mais depuis la dernière version 2015 de la norme ISO 9001, alors, le périmètre est étendu à toute l'organisation. Et avec le nouveau POS, nous sommes engagés vers une logique de triple certification, notamment la 9001, la 14001 et la 45001, qui ne sont pas encore acquises, effectives. Oui. Donc, c'est pour dire que nous sommes mis dans une vision de qualité totale. Et c'est ces deux leviers-là qui alimentent justement tout ce que nous avons à faire en matière de RSE. Évidemment, ça nous a permis d'aller plus facilement vers un référentiel tel que le Pacte mondial des Nations Unies, auquel nous avions souscrit en 2017, mais nous avons renouvelé notre adhésion. Non, on avait souscrit en 2010, on a renouvelé l'adhésion en 2017. Oui, 7 ans après. Oui, 7 ans après, parce que le Pacte mondial a une exigence particulière, c'est qu'après l'adhésion, 2 ans, il faut produire un rapport de développement durable. Et ce rapport doit être fourni en continu. Donc, dès lors que vous ne suivez pas le rythme, il y a des pénalisations. Voilà, vous êtes un peu mis out de ce référentiel-là. Donc, il y a une période morte, mais depuis 2015 ou 2016, on a réhabilité un peu tout ça. Il y a aussi un autre référentiel, le plan vert de la CGE, qui est un référentiel proposé par les instituts et les universités françaises et qui est aligné sur la stratégie de développement durable française. Alors, étant donné qu'on a la CTI et que nous aussi nous sommes membres de la CGE, on est un peu obligé d'aligner notre démarche RSE sur ce référentiel-là. Alors ça, c'est ce qui est fait au niveau stratégique de la RSE et qui nous amène aussi à produire régulièrement nos rapports. Et à ce propos, d'ici la fin de l'année, notre rapport 2020 va être sorti et certainement publié. Peut-être que vous serez... Est-ce que vous pouvez citer quelques actions concrètes?
Oui, tout à fait. C'est pourquoi je parlais de la stratégie qui est mise en place. Maintenant, au niveau pratique, de façon concrète, déjà dans nos enseignements, il y a le cours de management de la RSE qui est enseigné à tous les masters. Ça, c'est depuis les années 2009-2010. Moi-même, j'ai été étudiant et j'ai suivi ce cours à 2IE. Vous avez bien suivi le cours. Merci. Nous avons le cours de projet éco-citoyen pour les bachelors. Nous avons une formation continue pour les Masters 2 qui sont sortis, que nous appelons formation entrepreneur responsable. Nous avons le programme d'engagement communautaire qui amène alors nos étudiants qui sont en fin d'études à apporter leur expertise de façon bénévole sur des thématiques vraiment réalistes au sein des communes. Donc, c'est des problèmes d'assainissement, des problèmes de déchets, des problèmes de réalisation d'infrastructures pour lesquels certaines communes, à leur demande, nous sollicitent pour que nos étudiants puissent intervenir et apporter des solutions qui sont après valorisées de façon réelle au sein de ces organisations-là. Et il y a bien d'autres initiatives. Je peux citer le projet Ingénieurs éco-solidaires qui appelle toujours nos étudiants à intervenir dans les zones d'exploitation minière. Mais cette fois-ci, c'est un challenge où les étudiants sont mis en compétition pour qu'on voit lesquels ont les idées les plus innovantes. Ceux qui sont plus créatifs. Plus créatifs sur des solutions de développement durable au niveau communautaire. C'est quelques activités, je ne peux pas faire... Non, ça va, c'est déjà bon. On a une vue d'ensemble déjà des actions menées par 2IE sur le plan RSE. Alors, nous savons qu'à EcoPresti, c'est l'environnement qui est au cœur de votre métier. Est-ce que vous parlez des différentes offres qui existent sur le marché? Qu'est-ce que vous mettez comme offre sur le marché pour les différents clients, les différents cibles, les différents types de produits? À EcoPrestige, on a différents types de... Nos différents types de produits sont les sacs marchés. On a des sacs à pain. On a des sacs de pharmacie pour les officines. Et on a les sacs personnalisables pour les institutions qui prennent et qui mettent leur logo pour la publicité. De communication pour les entreprises. Voilà, pour la communication. Voilà. Et en plus de ça, nous venons de créer un autre modèle de sac qui répond plus pour les femmes, pour les marchés. C'est plus espacieux, c'est plus esthétique et puis vraiment fashion, quoi. D'accord, les femmes aiment tout ce qui est fashion. Voilà. OK, mais la qualité, la durée, le sac peut durer combien de temps? Le sac, la durée du sac dépend. C'est comme l'habit que tu as. Plus tu laves, plus ça se dégrade. D'accord. Donc c'est l'entretien du propriétaire. Voilà, du propriétaire qui fait la durée du sac. Sinon, un sac peut, si je prends le sac à pain comme ça peut faire au moins 3 à 6 mois avec la personne. Plus tu laves, plus ça se dégrade. Mais une fois dans la nature, dès les 2 premières semaines, ça commence à pourrir. D'accord, donc on n'a pas de soucis. On n'a pas de soucis. Et les sacs que nous avons aussi, quand c'est fait et que c'est déposé dans des conditions de dégradabilité, ça se dégrade. Vite. Ça te dégrade vite. D'accord, mais est-ce que vous donnez des conseils d'utilisation à vos clients? Oui. Pour ceux qui, comme on n'a pas accès aux clients directs, puisque nous sommes entre si ce sont des institutions, on peut leur donner, mais eux, ils prennent pour leurs clients. Les commerçants aussi, eux, ils prennent pour leurs clients. Mais nous donnons comment il faut, on leur dit comment il faut utiliser les sacs en fait. D'accord. Le modèle de lavage, voilà, il ne faut pas le laver comme un habit, frotter trop. Voilà. Et il ne faut pas aussi l'étendre au soleil. S'il y a beaucoup de soleil, comme c'est dégradable, si tu le mets tout le temps au soleil, ça se dégrade vite. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des retours des clients sur le coût de vos sacs biodégradables? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on mène un combat ensemble, c'est de faire disparaître les sachets.
Et d'aucuns disent que les sachets coûtent moins cher et tout. Est-ce que vous avez des retours des clients sur les prix quand ils comparent avec les prix des sachets sur le marché? Les clients trouvent que c'est un peu cher parce qu'ils le comparent aux sachets plastiques. Mais ils ne comparent pas l'utilisation. L'impact aussi sur l'environnement. L'impact sur l'environnement. En fait, le sachet plastique est à usage unique. Pourtant, nos emballages sont réutilisables. Lavables. Pourtant, c'est recyclable même. Et quand le client prend le sac, il ne voit pas, il voit l'argent qu'il enlève immédiatement, mais il ne voit pas qu'en payant les sachets, il peut utiliser au moins 100 sachets sans qu'il ne s'en rende compte. Il ne s'en rende compte. D'accord. Mais le coût minimum d'un sac chez vous, c'est combien? Le coût minimum? Notre plus petit sac est à 15 francs. Avec ce prix-là encore, on va ça, dire que c'est plus cher que le sachet. C'est cher que le sachet. Les pharmacies trouvent que c'est cher, un peu cher. Donc, mais il y a des docteurs qui n'aiment pas le sachet. Dès qu'ils ont connu nos emballages, ils n'utilisent que nos emballages. Je pense que c'est à juste raison. Voilà, c'est des docteurs écologiques. Ils savent mieux que quiconque l'effet du sachet plastique sur l'environnement. Voilà, sur l'environnement. D'accord, voilà. merci beaucoup. Madame Bagaya, vous avez autre chose à ajouter? Oui, je voulais ajouter qu'il faut que les clients sachent, la population sache que si nous utilisons ces emballages-là, nous allons vraiment, ça va rendre la ville plus propre. Exactement. Et nous allons diminuer ces sachets plastiques-là. Il faut dire aussi la ville moins polluée. Voilà, moins polluée. Les enfants seront plus protégés contre différentes maladies. Oui. Voilà, donc je pense que c'est une contribution de tout le monde. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Madame Bagaya. Monsieur Zoundi, on va parler des offres de Zoundos Production, de Zoundos Group. Pardon. Alors, tout comme Madame Bagaya, nous sommes aussi dans le cadre de la protection de l'environnement. Nous faisons justement de la promotion de l'éco-citoyenneté, le cœur de nos activités au niveau des Zoundos Group. Alors, nous faisons justement la promotion de l'environnement à travers notre événementiel qui est le Carrefour de la musique verte. Le Carrefour de la musique verte est l'axe stratégique entre musique et environnement. Donc, c'est une soirée au cours de laquelle nous primons les artistes qui chantent les thématiques environnementales. Et la meilleure mélodie sur l'environnement est primée. Et le lauréat est sacré ambassadeur 2019 de la musique verte pour ce qui est de la première édition en juillet passé. Alors, en plus justement de l'événementiel, nous venons justement de lancer la nouvelle marque qui est Reboisemania. Reboisemania qui est effectivement une marque de t-shirt à l'effigie de l'environnement. Voilà, histoire d'inviter les jeunes à planter choco. En précision, je suis juriste et communicateur de formation. Donc, j'ai utilisé le code des jeunes pour les inviter à planter les arbres. C'est ça, Reboisemania. S'intéresser à eux et ils vont s'intéresser à ce que vous voulez. C'est un peu ça l'idée. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà un peu les activités phares au niveau de Zoundos Group. Bon, je tiens à préciser aussi que je suis promoteur d'une association qui vient de naître, Ecolo Times. Ecolo Times, toujours dans la protection de l'environnement. Et quelle est la mission de cette association? La mission de cette association, c'est effectivement d'œuvrer à protéger l'environnement, poser des actions concrètes telles que les reboisements et autres, la salubrité, rentrant toujours dans le cadre de la protection de l'environnement. D'accord. À vous écouter, tout ce que vous faites a un lien avec l'environnement. Tout à fait. D'où vient cette passion? Effectivement, c'est une belle question. Il faut dire que très jeune, j'ai toujours milité dans les associations, surtout l'association des scolaires et étudiants ressortissants du Pastoré, où je suis originaire. Alors, chaque année, surtout pendant les vacances, on a toujours eu l'occasion de mener des activités de reboisement. Voilà. J'avais mon grand frère qui était à l'université à l'époque. J'ai toujours été avec eux, puisque c'était les grands frères qui organisaient. Voilà. Donc, j'ai eu toujours la chance de participer aux activités de reboisement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en année de master à l'hypermique, j'ai eu la chance aussi de comprendre mieux l'enjeu lié, effectivement, à la protection de l'environnement. Voilà.
Et à ce moment, j'ai pu faire les liens entre communication et environnement. Donc, j'ai décidé effectivement d'orienter ma communication vers le développement durable. D'accord. Merci beaucoup. On va continuer avec votre voisine qui va parler des avantages et offres de Desieux. D'accord. Les avantages et offres de Desieux. Vous voulez parler des offres de Desieux ou bien c'est les avantages de la RSE? Parce que les avantages de la RSE et les offres de Desieux. Vu que vous représentez Desieux, vous ne pouvez pas partir sans nous présenter les offres de Desieux. Si, tout à fait, tout à fait. Bon, sur la question des offres de Desieux en la matière, alors Desieux dispose d'une direction qu'on appelle direction de l'entrepreneuriat de la formation continue. C'était l'ex-Technopole, qui est... C'est un incubateur ou... Bon, il y a un incubateur au sein de cette direction. D'accord. Donc, il y a un incubateur pour l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat social et vert. Donc, nous avons l'incubateur qui est installé, que vous pouvez visiter et ou recommander des entrepreneurs au plaisir. Aux besoins. D'accord. Mais en matière d'offres, cette direction est orientée secteur privé naturellement. Oui. Donc, tout ce que nos laboratoires font en termes de prestations, écomatériaux, bâtiments durables, énergie renouvelable, quoi dire encore, la qualité, le suivi des indicateurs environnementaux, qualité de l'air, qualité de l'eau et autres, c'est cette direction qui oriente ça vers le secteur privé. D'accord. En dehors de ça, il y a des offres de formation continue, auquel cas, depuis 2019, nous avions développé une formation courte d'une semaine intitulée « Conception, pilotage et reporting en RSE » selon ISO 26000 et l'agenda 2030. Wow. Nous avions tenu déjà une édition. Les éditions de 2020 étaient bloquées par Covid, mais bon, vivement. Ce n'est que partie remise. Tout à fait. Si le troisième trimestre, le dernier trimestre de 2020 le permet, ces formations auront lieu dans cette période-là. D'accord. Nous avons également le café RSE. Je crois que la première rencontre avec vous a été faite lors d'un café RSE dont Profegex s'était approprié. Donc le café RSE, c'est un espace de partage de bonnes pratiques qui est ouvert à tout type d'organisation qui veut s'assurer une visibilité autour de sa démarche RSE. Et nous offrons également de l'accompagnement pour développer une stratégie RSE depuis l'audit diagnostic, en passant par l'élaboration de la politique, du plan d'action jusqu'au reporting, tout en assurant le renforcement de capacité des acteurs. Et enfin, il y a un outil que nous avions développé, que nous appelons la carte d'identité carbone. C'est un outil qui permet de réaliser le bilan carbone des entreprises pour celles qui sont intéressées par un positionnement climatique ou bien des réflexions sur leur consommation énergétique. D'accord. Merci beaucoup, M. Adeosi. M. Zampo, est-ce qu'une entreprise peut exister sans s'intéresser à la RSE, quelle que soit sa taille, que ce soit une micro-entreprise ou une grande entreprise ou une PME? Évidemment, une entreprise peut exister sans s'intéresser à la RSE, mais sa pérennisation va poser problème. OK. Je m'explique. D'accord. Lorsque une entité respecte la loi, elle va exister, puisqu'il faut qu'elle fasse des entorses. Exactement. Donc, tant qu'il n'y a pas d'entorse à la loi, on peut dire qu'elle est dans la légalité. Oui. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque les impacts de ces décisions et de ces activités vont commencer à se faire sentir sur la société. Et de façon négative. De façon négative sur la société et sur l'environnement. Maintenant, le coût de réparation, nous prenons le cas par exemple de la marée noire, le coût de réparation de cet impact-là, de cette catastrophe marine, peut influencer la survie ou peut amener l'entreprise à disparaître. Oui. Donc voilà où aujourd'hui une entreprise dire qu'elle ne s'intéresse pas à la RSE s'expose d'abord
au régulateur qui va venir dire que vous ne pouvez plus fonctionner, vous respectez les normes environnementales, les normes sur le plan environnemental, sur le plan social, et ainsi de suite. Il y a aussi les OSC qui ont un rôle d'interpellation qui va venir vous dire aussi, et si vous ne voulez pas que votre image prenne un coup et votre notoriété, vous êtes obligé. Donc une entreprise peut vivre sans la RSE, mais elle ne va pas perdurer. Voilà. Vous voyez aujourd'hui, lorsque nous prenons une entreprise industrielle et commerciale, dont sa matière première provient des carrières. Elle produit, mais sa RSE peut se retrouver influencée par le comportement du fournisseur. Du coup, on va dire que ce produit a été non seulement nuisible, pas nuisible forcément, mais ne respecte pas les principes de droits de l'homme universels surtout. Alors que la RSE, il y a cette question centrale qu'il faut respecter. Donc du coup, si elle ne s'implique pas aujourd'hui, c'est les événements extérieurs qui peuvent l'amener à s'intéresser à la RSE. Et souvent, il est trop tard. Dans ce cas, l'entreprise peut tomber en faillite. Elle peut disparaître. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? Quel type de RSE une petite entreprise peut commencer à mettre en place avant de grandir? La RSE n'est pas fonction de taille de l'entité. D'accord. La RSE est fonction de l'activité, de l'impact que vous avez sur l'environnement. Une grande entreprise peut ne pas forcément impacter l'environnement, peut impacter le social, peut impacter le sociétal. D'accord. Voilà. Elle peut être bonne en matière de respect des droits de l'homme, en matière de relations et conditions de travail, mais elle peut être mauvaise au niveau de la protection des consommateurs. Donc la RSE, c'est en fonction de l'activité et de l'impact que vous aviez sur ces trois piliers qu'on a cités. D'accord. Donc ce n'est pas une question de taille. Si nous prenons, on peut prendre n'importe quelle entité. Exactement. Prenons Ecoprecis, son impact. Oui, l'exemple est là. Quand il parle, je vois Ecoprecis. Donc, dans 10, 20 ans, oui. si les décès sont mal gérés au niveau des clients, ça peut impacter l'entreprise. C'est vrai. Parlant d'Ecoprecis, il s'agit de produits bio. Oui. C'est de l'innovation qui est prônée par la RSE, de trouver des solutions alternatives. Oui. Donc, c'est des entités à encourager qui ont au moins c'est une question. Il y a une clientèle en face. Oui. C'est une demande qui est là. Donc, il suffit juste d'avoir des idées pour concevoir ce type de produits et proposer en alternative aux sachets et autres. Oui. Voilà. En plus, parlant de la taille, nous prenons l'industrie, par exemple, du bois. Oui. Vous voyez, pour faire un seul sac de charbon de bois, il faut abattre combien d'arbres? L'impact est énorme. Donc, l'entité, elle est petite. Mais son impact est grand, d'accord. Vous voyez? Oui. Donc, on se comprend maintenant. Alors, mais ça revient à une question. Est-ce que la RSE, elle est coûteuse? Mettre une politique RSE dans son entreprise demande beaucoup de financement? La RSE n'est pas neutre. Il faut effectivement des moyens. Mais si vous mettez le coût de réparation d'une catastrophe par rapport au coût de la RSE, je crois que le choix est vite fait. D'accord. Je parlerai ici du ticket d'entrée. Du ticket d'entrée parce que les autres coûts relèvent des enjeux prioritaires que l'entreprise va identifier. Oui. Le ticket d'entrée, c'est quoi? C'est le coût de la formation et de la sensibilisation de la direction générale et de l'équipe projet et de l'audit diagnostic sur les pratiques de l'entité. Ces coûts sont connus. Oui. Maintenant, le coût de mise en œuvre de la stratégie tient compte maintenant
des priorités que l'entreprise a décidé de maintenir. Parce qu'il y a plusieurs priorités. Parce que lorsque vous faites votre stratégie RSE, il faut faire un diagnostic, identifier les domaines d'action prioritaires, les classifier et les hiérarchiser. Les domaines d'action que vous allez retenir, ce sont ces coûts de mise en œuvre qui constituent votre plan d'action RSE. D'accord. Donc, voici un peu le coût qui est lié à la politique RSE dans une entreprise. Merci beaucoup, M. Zampou. Alors, M. Adé aussi, avec vous, quel est l'impact de la RSE sur le développement des communautés et des collectivités territoriales? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut apprécier le développement durable au niveau territorial. Donc, c'est un idéal auquel on aspire. Oui. Après, les organisations comme l'État ou bien une commune traduisent alors cet idéal par des projets avec des indicateurs donnés. Donc, ce qui est recommandé, par exemple, en RSE, notamment sur des actions de type sociétal, donc qui adressent des communautés, c'est de ne pas les faire en vase clos ou bien de façon intéressée exclusivement par l'entreprise. Ou de façon unilatérale. Mais c'est de les aligner sur la politique de développement en cours dans la localité, afin que ce soit cohérent avec le développement tel que planifié. Ainsi, pour une entreprise qui pratique la RSE, recruter son personnel, la priorité voudrait qu'on regarde dans la localité. Exactement. Ou bien dans le pays. Lutter contre le chômage dans la localité où on est implanté. Dans la région aussi. Oui. C'est également sélectionner ses fournisseurs pour pouvoir contribuer au développement économique dans la localité, les différents prestataires. Dans certains cas, vous prenez le cas des sociétés minières ou bien même d'autres agro-industries. Ces entreprises travaillent même au renforcement de capacité de ces acteurs locaux, notamment de ces fournisseurs-là, pour qu'ils puissent produire aux normes attendues par l'entreprise. Donc, il y a cet impact positif au niveau social et sociétal, mais il y a également cet impact positif au niveau économique. Merci beaucoup. Sur le plateau de Faso Business, le temps passe tellement vite. Les actions à venir et votre contact. Un dernier message. Les actions à venir à 2IE, le dernier trimestre de 2IE verra probablement, si tout marche bien, la publication peut-être de notre rapport RSE. D'accord. Il se tiendra probablement aussi l'édition 2020 de la formation dont j'ai parlé tout à l'heure. Formation RSE, conception, pilotage et reporting, RSE. Il se tiendra également un café RSE. Tout cela sera mis en lumière aussi à travers les journées entreprises qui viennent très bientôt aussi. Le forum RSE aussi organisera sans doute, soit fin 2020 ou début 2021, son assemblée générale élective aussi. Mes contacts, mon numéro de téléphone, c'est le 68 76 87 64. Mon adresse mail, c'est field.ad@2ie-du.org. Merci beaucoup. Madame Bagaya, on va y aller tellement vite. Les actions à venir et puis votre contact, voilà, pour ces personnes qui voudraient acheter le sac. Pour les actions à venir, nous invitons vraiment toute la population à adhérer, à se mettre vraiment de notre côté pour la lutte. Pour protéger l'environnement. Voilà, comme notre slogan le dit, tous pour un environnement sain. Oui. Donc, nous allons, dans plus proche délai, nous sommes en train d'essayer de mettre en place aussi une récupération de nos emballages qui partent, puisque c'est recyclable. Oui, nous allons mettre le secteur de recyclage pour pouvoir récupérer ces emballages et puis recycler. Les sacs. D'accord, votre contact? C'est le 78 79 43 95 et le 66 35 66 26. Merci beaucoup. Rapidement, de manière des actions à venir, votre contact. OK. Pour ce qui est des actions à venir, déjà, j'ai l'honneur et le privilège d'appartenir à une famille, les 100 entrepreneurs influents, voilà, initiée par AfriBusiness Group, voilà, qui initie effectivement un reboisement, déjà le 22, samedi 22, au niveau de l'Umbila. Et ensuite, pour ce qui est justement de Sondos Group toujours,
Voilà, il y a le t-shirt Reboisimania qui est effectivement là. Sur le marché. Voilà, sur le marché. Le Donc, contact pour voilà cette personne qui voudrait acquérir le t-shirt. Justement, le contact c'est le 70 22 01 99. Merci beaucoup. Monsieur Zampo, on boucle avec vous. Donc, moi, je parlais des retours du terrain, des retours d'expérience qu'on a eus, ce qui a amené le cabinet à concevoir des modules pratiques d'appropriation pour accompagner les entités à mettre en place leur stratégie RSE. Donc, tout ce qui est formation et accompagnement, audit diagnostic, identification des parties prenantes, le cabinet est outillé sur la base des expériences qu'on a vécues, quel que soit le secteur d'activité. D'accord. Donc, et puis, il y a de la sensibilisation que nous sommes en train d'initier avec le ministère en charge du développement durable, qui est le ministère de l'Environnement. Donc, ce ministère est conscient, les premiers responsables sont conscients que la RSE a une contribution forte et représente un nouveau modèle de répartition des richesses des entreprises. Exactement. Merci beaucoup. Vous avez un contact où vous joignez? On peut joindre le cabinet au 25 33 10 50. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Zampo pour votre disponibilité. M. Adé aussi, merci. Mme Baraya, merci. M. Zoundi, merci. Merci beaucoup à Perle et Chapeau. Merci à WKS Création. Merci à toute l'équipe de production, sans oublier nos chers téléspectateurs. À très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.